Avez-vous déjà entendu dire que vous étiez embarrassante? Non pas à cause de qui vous étiez, mais à cause de la façon dont vous paraissiez à côté de quelqu'un d'autre. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une jeune femme qui entend ce mot de la personne en qui elle avait le plus confiance. Je m'appelle Avery Holston. J'ai 24 ans. Et je n'ai pas réalisé que ma relation était déjà en train de se terminer quand mon petit ami a prononcé ces mots. Non pas parce qu'il a crié, non pas parce qu'il m'a trompé. Non pas parce que je l'ai pris en flagrant délit de mensonge. Mais à cause de la façon dont il l'a dit, comme si c'était raisonnable. Comme si c'était un simple désagrément. Le genre de choses qu'on dit quand on demande à quelqu'un de s'écarter pour pouvoir prendre une photo. Sans lui dans le cadre. La robe pendait à la porte du placard. D'un bleu marine tranchant et coûteux qui paraissait presque noir dans la lumière de notre chambre. Elle n'avait pas sa place dans notre appartement. Pas vraiment. Pas dans cet espace réduit avec des tables de nuit dépareillées et les murs beiges que nous n'arrêtions pas de promettre de repeindre quand nous aurions le temps. Il se tenait devant le miroir, tirant sur le col de sa chemise. Tournant légèrement son corps à gauche et à droite, vérifiant son apparence sous tous les angles. Le miroir n'était pas pour moi. Il n'était même pas pour lui. Il était pour une pièce où il n'était pas encore. « Est-ce que ça fait trop ?» demanda-t-il. La voix tendue par cette sorte d'anxiété agitée qui ne cherche pas de réconfort. Elle veut le contrôle. J'étais assise au bord de notre lit, le regardant comme je l'avais regardé des centaines de fois. 2 ans plus tôt, ce lit n'était qu'un tas de bois et de vis. Nous l'avions monté ensemble un dimanche après-midi. En riant quand les instructions n'avaient aucun sens. En nous disputant pour savoir quelle pièce était évidemment la tête de lit. Ma main se souvenait encore du poids de la clé Allen. Ma poitrine se souvenait encore de la façon dont il s'était penché pour m'embrasser la tempe. Avait dit, j'adore faire ma vie avec toi. Maintenant. Il lissait le tissu sur son ventre et fronçait les sourcils. Tu es bien. Dis-je. Et je le pensais. Tu es vraiment bien. Il expira comme si mes mots n'étaient qu'un bruit de fond. Jessica a posté la liste des invités, dit-il en tapant sur son téléphone. Tyler Brigg vient. Le nom ne me disait rien au début. Puis il ajouta. Tu sais, ce type qui a créé cette société de conseil en crypto, qui conduit un G-Wagon. De l'argent réel. Je hochai la tête, incertaine de la réponse qu'il attendait. Depuis des mois, cette réunion se construisait en lui comme un système de tempête. Cela avait commencé par une mention anodine, la réunion des 10 ans. On pourrait y aller et s'était progressivement transformé en campagne, nouvelle coupe de cheveux. Intérêt soudain pour les cours de spinning, une nouvelle montre. Une nouvelle façon de parler du succès comme s'il s'agissait d'une pièce dans laquelle on l'invitait. Enfin. J'avais supposé que mon rôle était simple. Être présente, sourire, être la personne qu'il avait aimée avant qu'il n'ait besoin d'un public. J'essayais de garder un ton léger. Alors? Quel est le plan final pour samedi? On retrouve le groupe là-bas. Où? Il arrêta d'ajuster sa chemise. Dans le miroir, ses yeux croisirent les miens, puis se détournèrent. Il passa une main dans ses cheveux. La pièce devint silencieuse de cette façon particulière qui précède quelque chose qui se brise. Le climatiseur bourdonnait. Une voiture passa dehors. L'horloge tic-taquait soudain trop fort. Il se tourna vers moi, son expression se fixant en quelque chose de travaillé. Des excuses mesurées. De la condescendance déguisée en inquiétude. Écoute. Avery. Dit-il avec prudence. C'est un public très spécifique. Mon estomac se noie avant que mon esprit ne comprenne. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans mon année, continua-t-il. Des avocats, des consultants, des gens qui, tu sais, il fit un vague geste de la main. Comme si le succès était quelque chose qu'on pouvait montrer du doigt.
On construit de vraies vies. Il ne me regardait pas. La femme de Matthew est chirurgienne cardio-thoracique, ajouta-t-il. Celle de Daniel a vendu son application l'année dernière. C'est juste ce genre de soirée. Les mots tombaient un à un, s'empilant les uns sur les autres. Des hommes qu'il respectait, des hommes auxquels il se mesurait. Des hommes dont les femmes les rendaient complets. J'attendis que la phrase tourne, qu'ils disent « et je veux que tu sois là quand même ». Qu'ils disent « on gérera ça ensemble ». À la place. Il soupira et fit un geste de la main vers moi. Je ne peux pas passer toute la soirée à expliquer ce que tu fais, dit-il. Ou pourquoi tu es encore, tu sais, en train de trouver ton chemin. La pièce sembla basculer. C'est juste que, continua-t-il, la voix s'amincissant, légèrement moqueuse à présent. Ça devient tout un truc. Elle est encore en train de s'y retrouver. Elle n'est pas vraiment établie. Il s'arrêta comme si le simple fait de me décrire était épuisant. Puis il le dit, sans colère, sans cruauté, avec naturel. C'est embarrassant. Pendant une seconde, j'oubliais comment respirer. Le mot se posa entre nous, solide, indéniable. Embarrassant. Mon esprit recula sans prévenir. 2 ans plus tôt, dans cette même pièce. Il était assis par terre, le dos contre le lit, le visage dans les mains, tremblant. Il venait de rater une présentation et était convaincu d'avoir ruiné son avenir. Je m'étais assise à côté de lui, je l'avais pris dans mes bras. J'avais commandé son plat préféré et j'avais ouvert mon ordinateur. J'étais resté éveillé une bonne partie de la nuit à l'aider à reconstruire ses diapositives. À corriger ses formulations, à le calmer quand ses mains ne s'arrêtaient pas de trembler. « Tu es mon roc. » avait-il murmuré. « Je serais perdu sans toi. » Maintenant. J'étais le poids qui l'entraînait vers le bas. Je le regardais, les cheveux soigneusement coiffés, la chemise coûteuse. La tension dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout à voir avec la façon dont il serait perçu. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de la façon dont je rejaillissais sur lui. Quelque chose en moi bascula. Pas de la colère, pas encore. De la clarté. Je ne discutais pas. Je ne me défendis pas. Je ne lui rappelais pas tout ce que j'avais fait ni tout ce que nous avions été. Tout cela s'échappa de moi en une longue expiration lente. Absolument? Dis-je. Plat. Calme. Pas un accord. Une reconnaissance. Le soulagement se peignit immédiatement sur son visage. Il prit mon immobilité pour de la docilité. Tu es la meilleure, dit-il, redevenu lumineux. Il m'embrassa sur la joue. Rapide, sec, transactionnel. Je me rattraperai, ajouta-t-il. On commandera ce sushi chic demain. Juste nous deux. Ce sera mieux que de gérer tout ce drame. Puis il se retourna vers le miroir. Saisissant son téléphone. Je dois envoyer un message au groupe. Dit-il. Jessica pariait que tu ferais une crise. Il rit doucement en tapant. Crise évitée. Je le regardais dans le miroir. La concentration, la satisfaction, l'absence totale d'inquiétude à mon égard. Absolument, dis-je encore, si bas que cela existait à peine. Cette fois, ce n'était plus pour lui. C'était pour moi. Parce qu'à cet instant, je compris quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Certaines personnes ne vous quittent pas. Elles vous réduisent lentement, poliment, une comparaison après l'autre. Jusqu'à ce que vous soyez assez petite pour entrer dans leur image. Et je venais de décider que je ne ferais plus ça. Le clic de la porte d'entrée qui se referma derrière lui quelques minutes plus tard ne ressembla pas à un adieu. Cela ressembla à un coup de pistolet de départ.
Je restais seul dans le salon, écoutant le silence creux qui s'engouffrait. Je m'approchais de la fenêtre et regardais sa voiture de VTC disparaître dans la circulation. Parti. Mon téléphone était déjà dans ma main. Pas de drame, pas de musique. Juste une liste de tâches qui s'assemblaient tranquillement dans ma poitrine. Je fis défiler jusqu'au nom de ma sœur, m'arrêtai, puis appuyai sur appeler. La porte claqua derrière lui, et pendant un instant je restai exactement où j'étais. Debout au milieu du salon, les clés encore sur le comptoir. La faible odeur de son cologne flottant dans l'air. Comme une question à laquelle personne ne répondrait. Puis mes genoux cédèrent. Pas de façon théâtrale, pas d'une manière qui aurait bien rendu à l'écran. Je glissai simplement jusqu'à m'asseoir par terre, le dos contre le canapé. Les bras enroulés autour de moi. Respirant de façon courte et irrégulière comme si mon corps avait oublié le bon rythme. Je ne pleurai pas tout de suite. Cela me surprit. J'avais toujours cru que le chagrin s'annonçait bruyamment. Des sanglots, des épaules secouées, des respirations haletantes. Au lieu de cela, ce que je ressentis d'abord ressemblait davantage à de l'embarras. Une onde brûlante et rampante qui s'installa dans ma poitrine et se propagea vers l'extérieur. Comme si son mot m'avait taché. Et maintenant, je devais rester avec. Embarrassant. Je le dis silencieusement, testant ce que cela faisait dans ma propre tête. Cela faisait aussi faux là. Je pressai ma paume contre le tapis, m'ancrant dans la texture. La pièce avait le même aspect qu'une heure plus tôt, mais ce n'était plus le cas. Le canapé que nous avions choisi parce qu'il était pratique. La table basse avec une éraflure sur le coin depuis la nuit où il l'avait fait tomber pendant le déménagement. La photo encadrée sur l'étagère, nous à l'anniversaire d'un ami, ma tête penchée vers son épaule. Souriant comme si j'y avais ma place. Je tendis la main et retournai le cadre face contre terre. C'est alors que je me mis à pleurer, tranquillement. Le genre de pleurs qu'on fait quand on essaie de ne pas se faire peur. Ma poitrine se serra, ma respiration se bloqua. Et je pressai mes jointures contre ma bouche pour empêcher tout son de s'échapper. Comme s'il était encore dans le couloir, comme si j'avais encore besoin d'être pratique. Je restai ainsi un moment. Je ne sais pas combien de temps. Le temps ne semblait plus linéaire. Il était épais, lourd. Finalement, je me levai et allai dans la salle de bain. Le miroir me prit au dépourvu. Mes yeux étaient rouges, mes cils collés, mes joues tachées. J'avais l'air plus jeune que 24 ans à cet instant. Comme une fille qui avait cru construire quelque chose de solide et qui venait de réaliser qu'elle se tenait sur un terrain emprunté. Je passai de l'eau froide sur mes poignets et m'éclaboussai le visage, pris une respiration. Puis une autre. Je m'exerçai à être neutre, la version de moi-même qui ne rendait pas les choses plus difficiles. Puis mon téléphone vibra une demi-seconde. Mon cœur bondit d'une façon qui me mit en colère contre moi-même. Je le saisis trop vite. Les pouces maculant l'écran. Ce n'était pas lui. Une notification. Un email automatique. Rien qui importait. Je m'assis au bord de la baignoire, le téléphone sur les genoux, à le fixer. L'idée s'insinua. Calme et dangereuse. Peut-être que je devrais dire quelque chose. Pas pour me battre, pas pour discuter, juste pour clarifier, pour lui dire ce que cela faisait. Pour expliquer que je n'étais pas rien, que j'essayais, que je n'avais pas honte de ma vie. Même s'il l'avait. Mes doigts restèrent en suspension au-dessus de son nom. J'imaginais le message se former. Cela m'a fait mal. Tu n'avais pas besoin de le dire comme ça. Je suis encore ta petite amie. Le mot « petite amie » sembla soudain fragile, temporaire. Comme un titre qui n'existait que tant qu'il lui était utile. Je verrouillai mon téléphone et le posai face contre le comptoir. Si je commençais à m'expliquer maintenant, je n'arrêterais jamais. Je retournai dans la chambre et ouvris le placard. Son côté était immaculé. Chemise rangée par couleur, chaussures alignées avec précision. Le mien était plus désordonné, un mélange de vêtements de travail, de vieux sweats. De robes que je portais de moins en moins parce qu'elles ne semblaient plus correspondre à la vie.
Qu'il visait. Je sortis une valise. Le bruit de la fermeture éclair fut plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Cela serra à nouveau ma poitrine, mais cette fois il y avait quelque chose sous la douleur. De la résolution peut-être, ou de la panique se transformant en mouvement. Je commençai par l'essentiel. Les vêtements que je portais au travail, des jeans, des pulls. Le sweat à la manchette effilochée qu'il détestait parce qu'il avait l'air négligé. Je le pliai avec soin et le posai dessus. Mes mains tremblaient maintenant, pas de façon incontrôlable. Mais assez pour que je doive me ralentir. Respirer. Plier. Poser. Répéter. Chaque objet portait un souvenir, et je ne pouvais pas me permettre de tous les toucher. Je me déplaçais comme quelqu'un dans un incendie, rapide, concentré. Ne prenant que ce dont j'avais besoin pour survivre. Je m'arrêtai à la table de nuit. Dessus reposait la montre que je lui avais achetée l'année précédente. Pas cher. Juste quelque chose pour lequel j'avais économisé parce qu'il avait mentionné vouloir une montre d'adulte. Il l'avait portée à sa première grande réunion et m'avait ensuite écrit. Ils m'ont pris au sérieux aujourd'hui. Je la laissai où elle était. Le lit vint ensuite. Je m'assis une seconde de trop, les doigts enfoncés dans la couette. Ce lit avait porté nos conversations sur l'avenir. Les vagues, les un jour, les voyages, les appartements. Ce genre de paroles qui semblent importantes jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles n'ont jamais inclus. De véritables engagements. Ma poitrine se serra à nouveau, de façon aiguë cette fois. Je me levai avant que cela ne m'engloutisse. La note vint en dernier. Je m'assis au comptoir de la cuisine, le tabouret branlant légèrement sous moi. Et fixai une feuille blanche. Mon stylo resta en suspension, hésitant. C'était le moment où les gens versent généralement tout. Accusation, douleur, preuve. Je n'avais l'énergie pour rien de tout cela. J'écrivis lentement, avec soin, la main se cramponnant comme si mon corps résistait à la finalité. Pas de drame, pas d'explication, juste des faits. Quand j'eus terminé, je lus une fois, puis encore. Ma vision se brouilla, mais les mots restèrent clairs. Je pliai le papier et le posai au centre du comptoir. Je posai ma clé à côté. Ce son, le doux cliquetis du métal contre le stratifié, sembla plus lourd que tout ce qu'il avait dit. Je regardai l'heure, encore des heures avant son retour. Bien. Je fermai la valise et la traînai vers la porte. Mon téléphone vibra à nouveau alors que j'atteignais la poignée. Un autre message. Numéro inconnu. Pendant une seconde terrifiante, je crus que c'était déjà lui, appelant depuis la voiture. Se ravistant, me demandant d'attendre. Ce n'était pas le cas. Je ne l'ouvris pas. Je pris ma valise, jetai un dernier regard à l'appartement. À la vie dans laquelle j'avais essayé de me faire entrer, et tourner la poignée. La porte se referma derrière moi avec un son doux et ordinaire. Pas de tonnerre, pas de musique. Juste la compréhension tranquille que quelque chose d'irréversible avait commencé. Je restai dans le couloir, respirant un air qui ne lui appartenait pas. Et fis enfin ce que j'avais évité. Je fis défiler jusqu'au nom de ma sœur et appuyai sur appeler. Elle répondit aux deuxième sonnerie. Avery. Dit-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix se brisa sur le premier mot. J'ai besoin d'un endroit où rester. Dis-je. Ce soir. Elle ne posa pas de questions. Elle ne me dit pas de me calmer. Elle ne dit pas je te l'avais bien dit. Viens. Dit-elle. Je suis là. Je fermai les yeux et laissai sortir une respiration que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Puis je descendis les escaliers et sortis dans la nuit. Ne portant que ce que je pouvais tenir dans mes mains et laissant le reste derrière. Ma sœur habitait de l'autre côté de la ville. Dans un petit appartement qui sentait toujours légèrement le café et la lessive. Quand j'arrivai, elle m'attendait déjà à la porte.
En pantalon de sport et un vieux sweat d'université. Les cheveux tirés en un lâche. Elle n'avait pas l'air surprise, juste prête. Elle me regarda une seconde et me serra dans une étreinte si forte qu'elle me coupa le souffle. Je ne dis rien d'abord. Je ne pouvais pas. Ma gorge se ferma dès que ses bras m'entourèrent, et les larmes que j'avais retenues débordèrent. Brûlantes, rapides, humiliantes. C'est bon, murmura-t-elle dans mes cheveux. Tu n'as pas besoin d'expliquer maintenant. C'est alors que je me brisai pour de vrai. Pas bruyamment. Pas d'une façon qui semblait théâtrale ou libératrice. Je pleurais comme on pleure quand on essaie encore d'être raisonnable. Tranquillement, les épaules secouées, la mâchoire serrée comme si en se tenant assez fort. La douleur pouvait passer sans laisser de traces. Elle me fit entrer et m'assit sur le canapé. Prépara un thé que je ne bus pas. Drapa une couverture sur mes épaules comme si elle craignait que je ne me brise si je restais exposé à l'air. Je restai là le reste de la nuit, à demi éveillé. Fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle lent et inutile au-dessus de moi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais à nouveau sa voix. C'est embarrassant. Le lendemain matin, je me réveillais avec les yeux gonflés et une douleur sourde derrière. Comme si ma tête était meurtrie de l'intérieur. Mon téléphone était sur la table basse où je l'avais laissé, sombre et silencieux. Aucun message. Cela n'aurait pas dû importer, mais ça importait. Je pris une douche, m'habillai et bus une demi-tasse de café avant que ma sœur ne parle enfin. « Tu veux retourner chercher le reste de tes affaires ?» demanda-t-elle avec prudence. « Ou tu veux que je vienne avec toi ?» L'idée de retourner seule dans cet appartement me tordit l'estomac. « Tu peux venir ?» demandai-je. Elle hocha immédiatement la tête. « Bien sûr. » Nous y allâmes en fin de matinée. Quand l'immeuble était calme et que les voisins étaient au travail. J'ouvris la porte avec ma clé de rechange. Le cœur battant si fort que je le sentais dans mes oreilles. Rien n'avait changé. C'était le pire. Le canapé était toujours là où nous l'avions laissé. La couverture pliée soigneusement sur le bras. Ses chaussures près de la porte, alignées avec soin. L'air sentait pareil. Son savon, sa lessive, le faible parfum d'agrumes du nettoyant que j'avais utilisé la veille. J'avais l'impression d'avoir imaginé mon départ. Ma valise était encore près de la porte. Exactement là où je l'avais abandonnée dans ma hâte de sortir. Je la ramenai dans la chambre et l'ouvris sur le lit. Cette fois, le packing était différent. La veille, j'avais agi vite, ne prenant que ce dont j'avais besoin pour survivre. Maintenant, chaque objet semblait chargé. Chaque tiroir que j'ouvrais portait un souvenir que je n'avais pas accepté de revisiter. Je sortis un pull que j'aimais. Mais que je portais rarement parce qu'il avait un jour plaisanté qu'il me donnait l'air d'essayer. Trop fort d'être confortable. Je le pliai quand même. Une pile de t-shirts qu'il avait élargie au fil du temps, empruntés sans demander. J'hésitai, puis les mis de côté. Ils n'étaient plus à moi. Ma sœur se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Me regardant avec une retenue que je reconnaissais. Elle me laissait faire cela moi-même. J'ouvris le placard et tendis la main vers une robe que je n'avais pas portée depuis des mois. Elle était douce, d'un vert pâle, le genre de robe qui me faisait me sentir moi-même, confortable. Banal, réel. Il avait un jour suggéré que je porte quelque chose de plus tranchant, plus soigné. Plus impressionnant. Je la tins contre ma poitrine une seconde de trop. Ma gorge se serra. Tu n'as pas besoin de tout prendre aujourd'hui. Dit ma sœur doucement. Je sais. Répondis-je. J'ai juste besoin de me prendre. Elle ne rit pas. Elle n'adoucit pas le moment. Elle se contenta de hocher la tête. La salle de bain vint ensuite. Ma brosse à dents était encore dans son verre à côté de la sienne. Inclinée vers la sienne comme si elle s'y était appuyée pour se soutenir.
Je la jetai sans hésitation. Petite miséricorde. Dans le salon, je m'arrêtai devant la bibliothèque. Il y avait une photo encadrée sur la deuxième étagère, la même que j'avais retournée la veille. Je la pris, l'étudiai un moment. Nous avions l'air heureux, pas d'un bonheur de façade, juste jeunes, plein d'espoir. Inconscient de la façon dont les choses deviendraient conditionnelles. Je glissai la photo hors du cadre et laissai le cadre derrière. Nous travaillâmes en silence pendant 1 heure, peut-être 2. Le temps avançait étrangement, s'étirant, se repliant sur lui-même. De temps en temps, mon téléphone vibra d'une notification qui n'était pas de lui. Un email indésirable, un chat de groupe que je mettais en sourdine sans lire. Il n'avait toujours pas donné de nouvelles. Quand nous eûmes terminé, l'appartement avait un air subtilement faux. Des coins vides, des vides sur les étagères, un placard qui penchait nettement d'un côté. Je fis un dernier tour dans chaque pièce. Le comptoir de la cuisine était nu. À l'exception de la note que j'avais laissée et de la clé à côté. Les revoir envoya une douleur aiguë dans ma poitrine. Du regret peut-être, ou simplement le chagrin qui me rattrapait. Ma sœur attendait près de la porte. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Je regardai une dernière fois. Cet endroit avait été le conteneur d'une version de moi qui avait essayé très fort d'être suffisante. Cette version méritait mieux, même si elle ne le savait pas encore. Je pense que oui. Dis-je. Nous verrouillâmes la porte derrière nous. En descendant le couloir, je sentis quelque chose basculer. Pas du soulagement, pas de l'empowerment, juste une étrange réclamation tranquille. Comme si je reprenais quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir donné morceau par morceau. Dans la voiture, mon téléphone vibra enfin à nouveau. Cette fois, c'était son nom. Mon cœur bondit avant que je puisse l'arrêter. Je ne répondis pas. Je posai le téléphone face contre mes genoux et regardai par la fenêtre pendant que nous nous éloignions. Quoi qu'il ait à dire maintenant, je n'étais pas prête à l'entendre. Et pour la première fois, ce choix me sembla m'appartenir. La première nuit de retour chez ma sœur, je ne dormis pas. J'étais allongé sur le futon de sa chambre d'amis, fixant le plafond. Écoutant les bruits d'une vie qui n'était pas la mienne. Des tuyaux qui cliquetaient, la télévision d'un voisin qui murmurait à travers le mur. Le doux va-et-vient d'un ventilateur oscillant. Chaque bruit semblait emprunté, temporaire. Cela aurait dû me faire peur. Au lieu de cela, cela me stabilisa. Le chagrin, j'apprenais, ne ressemblait pas toujours à un effondrement. Parfois, cela ressemblait à se tenir dans les décombres et à réaliser lentement, tranquillement, que la chose que l'on avait peur de perdre était déjà partie. Je consultai mon téléphone une seule fois. Un appel manqué, aucun message. Cela me fit plus mal que je ne m'y attendais. Non pas parce que je voulais entendre sa voix, mais parce que cela confirmait quelque chose que je n'étais pas encore prête à admettre. Même maintenant, même après tout, il s'attendait à ce que je revienne. S'attendait à ce que mon silence soit une pause, pas une limite. Je retournai le téléphone et laissai la douleur s'installer. Le lendemain matin. Ma sœur glissa une tasse de café sur le comptoir de la cuisine vers moi comme une offrande. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » dit-elle. Aucune pression. « Merci, » répondis-je. Ma voix sonnait enrouée, comme si elle avait été raclée à vif pendant la nuit. Elle me regarda un moment. Puis ajouta doucement. « Tu n'as pas l'air stupide. Ni embarrassante. Ni en retard. Tu as l'air blessé. » C'était ça. C'était la faille. Les larmes débordèrent à nouveau, mais cette fois elles ne ressemblaient plus à de la honte. Elles ressemblaient à une libération. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'évident, dis-je. Comme si tout le monde savait comment ça marchait, et pas moi. Elle secoua la tête. Non. Tu as fait confiance à quelqu'un.
Ce n'est pas de l'ignorance. C'est de la jeunesse. Jeunesse. Le mot atterrit différemment qu'embarrassant. Il ne me réduisait pas. Il m'expliquait. Je passais les jours suivants à avancer lentement dans le monde. Comme si mon système nerveux se recalibrait. J'allais au travail. Je répondis aux emails. Je souris quand les gens me parlaient. De l'extérieur, j'avais probablement l'air fonctionnel. À l'intérieur, tout se réarrangeait. Je repassais des conversations auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. Des commentaires qu'il avait faits avec naturel, des blagues sur mon travail, sur mes vêtements. Sur le fait que je n'avais pas besoin de me précipiter parce que c'était lui l'ambitieux. À l'époque, j'avais ri avec. Je m'étais dit que l'amour signifiait le compromis, que quelqu'un devait être la personne flexible. Je commençais à comprendre que la flexibilité, quand elle ne se plie que d'un côté, n'est qu'un autre mot pour effacement. À la fin de la semaine, le choc s'était dissipé. Et quelque chose d'autre avait pris sa place. De la clarté. Pas le genre tranchant et glacé qui vous donne l'impression d'être invincible. Le genre plus calme. Celui qui montre des schémas plutôt que des moments. Celui qui dit « cela n'est pas venu de nulle part ». Il m'envoya un message le 6e jour. On devrait parler. C'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance. Juste l'assumption que la conversation était quelque chose qu'il pouvait convoquer à la demande. Je fixai le message longtemps. Ma poitrine se serra, non pas de nostalgie, mais de l'ancien instinct d'aplanir les choses. D'être raisonnable, de rendre cela plus facile. Je ne répondis pas. Le 8e jour. Un autre message. Tu as mal pris ça. J'en ris presque. Le 10e jour, il appela. Je regardais le téléphone vibrer sur la table. Son nom s'allumant sur l'écran comme un examen pour lequel je n'avais pas révisé. Je ne répondis pas. Chaque fois que je choisissais de ne pas répondre, quelque chose bougeait en moi. La douleur ne disparaissait pas, mais elle changeait de forme. Elle cessa d'être une blessure et commença à devenir une cicatrice. Encore sensible, mais fermée. Je n'étais pas guéri, mais je revenais en ligne. Un soir, alors que j'étais assise à la table de la cuisine de ma sœur, en train de faire défiler des offres d'emploi auxquelles je ne savais même pas que je m'intéressais. Auparavant, elle regarda par-dessus mon épaule. « Tu es différente. » dit-elle déjà. Je fronçai les sourcils. Différente comment? Plus droite. Répondit-elle. Comme si tu ne te pliais plus en deux. Je ne l'avais pas remarqué, mais elle avait raison. Le chagrin m'avait ouverte, oui, mais il ne m'avait pas creusé. Ce qui s'engouffrait par l'ouverture n'était pas de l'amertume ni de la vengeance. C'était de l'espace. De l'espace pour entendre à nouveau mes propres pensées. De l'espace pour me souvenir de ce que je voulais avant de commencer à demander ce qui le rendrait fier. De l'espace pour imaginer une vie qui n'exigeait pas que je passe une audition pour y entrer. Cette nuit-là, allongé dans le noir, je dormis enfin. Et pour la première fois depuis qu'il avait dit le mot embarrassant, je ne rêvais pas de lui. Je rêvais de moi-même, debout quelque part d'inconnu, incertaine, mais droite. Encore jeune, encore blessé, mais ne disparaissant plus. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec une certitude qui me surprit. Je n'en avais pas fini. Je prenais juste mes appuis. À la 2e semaine, le silence cessa de sembler dramatique. Il cessa de ressembler à une déclaration. Il commença à ressembler à de l'entretien. Je ne me réveillais plus en pensant à lui. Pas en premier. Les matins étaient occupés par des pensées plus petites, plus pratiques. Que mettre, si j'avais le temps de m'arrêter pour un café, si j'avais pensé à prendre mon chargeur. Des choses ordinaires, des encres. Le chagrin était toujours là, mais il s'était enfoncé plus profondément.
Comme une contusion qu'on ne remarque que lorsqu'on appuie dessus. Je gardais mon téléphone en mode silencieux, non par rancune, par préservation de soi. Il y avait une différence que je commençais seulement à comprendre. Quand il m'envoya à nouveau un message, le 14e jour cette fois. Je ne ressentis même pas de pic d'adrénaline, juste une reconnaissance sourde. Comme apercevoir un panneau publicitaire familier sur une route que l'on ne prend plus. Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça. Celui-là resta plus longtemps avec moi. Disparaître. Le mot était presque impressionnant dans son audace, comme si ma présence avait été une obligation. Comme si mon silence était un vol, comme si l'accès à moi était quelque chose qui lui était dû. Je tapais une réponse sans réfléchir. Je n'ai pas disparu. Je suis parti. Mon pouce resta en suspension au-dessus du bouton d'envoi. C'était le moment dangereux. Celui dont on ne vous prévient pas. La partie après le chagrin initial. Quand la douleur est plus calme et que cela rend plus facile de douter de soi. J'imaginais sa réponse, défensive, d'apparence raisonnable. Soigneusement formulée pour me faire sentir que je l'avais encore mal compris. Je supprimais le brouillon. Le silence n'était pas pour le punir. C'était pour ne pas rouvrir une blessure juste parce que quelqu'un d'autre n'aimait pas la façon dont elle cicatrisait. Je posai le téléphone et allai marcher. C'était en fin d'après-midi. Le ciel l'avait de cet or doux qui rend tout temporaire. Des couples passaient sur le trottoir. Une femme riait trop fort dans son téléphone. Quelque part, de la musique sortait d'une fenêtre ouverte. Le monde n'avait pas pris fin. Cette réalisation atterrit lentement, mais quand elle le fit, elle porta du poids. J'avais passé tant de temps à croire que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant flexible, agréable, peu exigeante. Je commençais à voir combien de moi-même j'avais replié dans le processus. Combien de fois j'avais avalé l'inconfort pour éviter d'être difficile. J'avais cru que cela me rendait mature. Maintenant, cela semblait simplement inachevé. Chez ma sœur, je commençais à faire de petites choses tranquilles pour moi. Pas de réinvention, pas de transformation, juste une réclamation. Je réorganisais le tiroir de la commode qui était devenu le mien. Je lavais mes vêtements séparément, avec une lessive que j'aimais au lieu de celle qu'il préférait. Je recommençais à faire des playlists. Des chansons que j'avais arrêté de jouer parce qu'il les trouvait un peu tristes. Personne n'applaudissait. Personne ne remarquait. Et c'était le but. Une nuit, alors que je me brossais les dents. Ma sœur s'appuya contre l'embrasure de la porte de la salle de bain et me regarda un moment. « Tu ne vas pas revenir ?» dit-elle. Pas une question. Je rencontrai mon reflet dans le miroir. Mes yeux avaient encore l'air fatigués. Mais il y avait autre chose maintenant. De l'alignement, peut-être. Non. Dis-je. Et cette fois le mot ne trembla pas. Elle hocha une fois la tête. Comme si elle s'attendait à cette réponse. Le message suivant vint d'un numéro inconnu. Je sus que c'était lui avant de l'ouvrir. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais stressé. Tu sais à quel point l'image est importante. Dans mon secteur. Voilà. Pas, j'avais tort. Pas, je t'ai blessé. Juste du contexte. Juste une justification. Ma poitrine se serra. Non pas de nostalgie, mais d'une frustration familière. Celle qui vient de réaliser que quelqu'un ne voyait toujours pas le point. J'allais presque répondre, presque expliquer à nouveau pourquoi ce n'était pas une excuse. À la place, je bloquai le numéro. La finalité me surprit. Mon doigt resta en suspension une demi-seconde avant d'appuyer sur confirmer. Comme si mon corps vérifiait une dernière fois avec mon esprit. Puis ce fut fait. Je ne me sentis pas victorieuse. Je me sentis plus légère. Plus tard dans la nuit, allongée dans le lit, je pensais à la fille que j'avais été à 24 ans. Celle qui avait cru que d'être aimée signifiait d'être choisie publiquement, présentée fièrement.
Affiché. J'aurais voulu lui dire quelque chose. Que l'amour ne se prouve pas par la façon dont quelqu'un vous montre. Que le respect ne s'accompagne pas de conditions. Que vous n'avez pas à disparaître tranquillement juste parce que quelqu'un d'autre est embarrassé par votre devenir. Je ne pouvais pas revenir en arrière pour la sauver de la blessure. Mais je pouvais m'assurer qu'elle ne la traverserait pas à nouveau. Et pour la première fois depuis que tout s'était brisé, je le sentis clairement. Stable et incontournable. Le silence n'était plus vide. Il me soutenait. Je n'entendis pas parler de la réunion de lui. J'en entendis parler de quelqu'un d'autre. Un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des mois apparut sur mon téléphone un après-midi alors que j'étais au travail. Quelqu'un qui avait toujours gravité en marge de notre cercle social. Neutre, observateur, le genre de personne qui remarque plus qu'elle ne parle. Je fixai la notification un long moment avant de l'ouvrir. Salut. J'espère que tu vas bien. Je l'ai croisé le week-end dernier. Les choses étaient difficiles. Difficile. Ce mot m'avait autrefois rendue nerveuse. Il m'envoyait autrefois dans une spirale de questions. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est de ma faute? Devrais-je arranger ça? Cette fois, non. Je répondis avec prudence. Que veux-tu dire? La réponse vint vite. Presque soulagé. Il est venu seul. Tout le monde l'a remarqué. Les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais. Je pouvais l'imaginer sans effort. La pièce, le bruit, les sourires de côté travaillés. La façon dont les présentations fonctionnaient à ces événements. Nom, emploi, conjoint placés soigneusement à côté d'eux comme des références. Il a d'abord essayé de le prendre à la blague. Continua le message. Il a dit que tu avais du travail. Que tu ne pouvais pas venir. Mais les questions n'ont pas cessé. Ma poitrine se serra, non de jalousie, mais de reconnaissance. Il avait toujours sous-estimé à quel point les gens écoutaient. Quelqu'un a mentionné comment tu étais son roc. Il s'est figé comme s'il ne savait plus quelle histoire raconter. Je fermais les yeux. Je voyais clairement ce moment. La fraction de seconde où la performance trébuche, où le script s'épuise. Après ça, c'est devenu gênant, poursuivit le message. Il a commencé à boire plus. Bruyant d'abord, puis silencieux. À la fin de la soirée. La plupart des gens l'évitaient. J'imaginais qu'il se tenait près du bar, un verre à la main. Balayant la pièce à la recherche d'une validation qui ne venait pas. J'imaginais l'absence à ses côtés, l'espace où j'aurais dû être, non comme un accessoire, mais comme une preuve. Quelqu'un a même demandé si vous alliez bien. Et il a craqué. Il a dit que tu traversais quelque chose. Traverser quelque chose. Je laissais sortir une lente respiration. Ça avait toujours été son recours, présenter mes réactions comme de l'instabilité. Comme quelque chose de temporaire et d'inopportun. Le dernier message arriva quelques minutes plus tard. Honnêtement, l'ambiance était mauvaise. Les gens étaient mal à l'aise. Je pense que ça l'a secoué. Je posai mon téléphone face contre le bureau et fixai le mur. Je ne me sentis pas triomphante. Je ne me sentis pas justifiée. Ce que je ressentis fut une confirmation tranquille. La peur qu'il avait exprimée à voix haute, que d'être associé à moi le diminuerait. C'était réalisé de la façon la plus ironique possible. Non pas à cause de moi, mais parce que je n'étais pas là. Son image n'avait pas craqué parce que je l'embarrassais. Elle avait craqué parce que la chose qui le stabilisait, la chose qui l'ancrait, était partie. Et sans elle, il n'y avait plus rien derrière quoi se cacher. Cette nuit-là, je rentrais plus lentement que d'habitude. L'air était frais, le ciel bas et gris. La ville bougeait autour de moi dans son indifférence habituelle. Je pensais à la réunion, non comme un spectacle, mais comme un miroir.
Il avait passé tant de temps à s'inquiéter de la façon dont les autres le verraient avec moi. Il n'avait jamais considéré comment il paraîtrait sans moi. De retour chez ma sœur, je préparais le dîner pour nous deux. Quelque chose de simple. Des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive. Le genre de repas qu'on prépare quand on est fatigué mais qu'on prend encore soin. Elle me regarda bouger dans la cuisine un moment avant de parler. « Tu as entendu quelque chose. N'est-ce pas ?» Je hochai la tête. « Oui. » Elle attendit. « Ça ne s'est pas bien passé pour lui. » dis-je finalement. Sa bouche se serra. Non de satisfaction, mais de compréhension. Comment tu te sens par rapport à ça? J'y pensais honnêtement. Je me sens terminé. Dis-je. Comme si l'histoire s'était rattrapée elle-même. Elle sourit doucement. C'est généralement comme ça que ça se passe. Plus tard, seul dans le lit, je rejouais ces mots de cette nuit-là. Pas avec de la douleur cette fois, mais avec de la distance. C'est embarrassant. Il avait eu raison sur une chose. Cette nuit avait été révélatrice, juste pas de la façon qu'il avait prévu. J'éteignis la lumière et laissai le silence s'installer autour de moi, stable et intact. Quoi qu'il traverse maintenant, ce n'était plus à moi de porter. Et quoi qu'il arrive ensuite pour moi, je savais ceci. Je n'avais pas besoin de prouver ma valeur dans des salles qui ne valorisaient que la performance. La chose la plus forte que j'avais faite n'était pas de partir. C'était de ne pas revenir m'expliquer une fois que le monde avait commencé à voir ce que j'avais déjà vu. Le message arriva tard. Pas tard dans la nuit. L'autre sorte de tard. Celle qui arrive après que le silence a déjà fait son travail. Après que des semaines ont passé. Après que le choc s'est émoussé et que la routine est revenue juste assez pour que l'on se sentât nouveau soi-même. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je sus immédiatement qui c'était. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai beaucoup réfléchi. Tu me manques. 3 lignes. Pas de salutation. Aucune reconnaissance du temps. Juste l'assumption que la porte était encore déverrouillée. Ma poitrine se serra d'une façon qui me prit au dépourvu. Non pas parce qu'il me manquait. Parce que mon corps se souvenait de ce que cela faisait d'être nécessaire. Je m'assis au bord du lit de ma sœur, le téléphone brillant dans la lumière faible. Et laissai le moment s'étirer. C'était la partie dangereuse. Personne ne parle de la phase après le chagrin. Quand on ne saigne plus, mais que la cicatrice fait encore mal quand on la touche. Je tapais ce que tu as dit. J'arrêtais. Je supprimais. Je tapais à nouveau. Je ne méritais pas ça. Je supprimais. Mes doigts restèrent en suspension au-dessus de l'écran, tremblant légèrement maintenant. Je détestais cette partie. La trahison physique. La façon dont la mémoire musculaire atteignait quelque chose que mon esprit avait déjà laissé derrière. J'imaginais la conversation si je répondais. Lui s'excusant sans s'excuser. Moi expliquant des choses que j'avais déjà expliquées. Lui promettant un changement dans l'abstrait, jamais dans le spécifique. J'imaginais le soulagement sur son visage. Non le soulagement d'avoir fait mal, mais le soulagement d'avoir récupéré l'accès. Ce fut le moment où quelque chose bascula. Il ne me manquait pas. Il manquait la version de lui-même qui se sentait stable quand j'étais là. La réalisation atterrit tranquillement, mais durement. Je fermai les yeux et me laissai ressentir le chagrin que j'avais évité. Non pour lui, mais pour la fille que j'avais été quand je l'aimais. Celle qui avait cru que la proximité signifiait l'endurance. Qui pensait que la loyauté signifiait rester silencieuse quand quelque chose faisait mal. Je déverrouillai mon téléphone une dernière fois et relus le message. Puis je l'éteignis. Pas bloqué, pas supprimé, juste sans réponse. J'avais besoin de savoir que je pouvais choisir de ne pas m'engager sans en faire un drame.
Que je pouvais laisser une porte fermée sans la claquer. Le lendemain matin, je me réveillais plus légère, pas guérie, pas triomphante, juste plus stable. Au travail, je me surpris à rire avec une collègue pour quelque chose de petit et de stupide. Un bourrage d'imprimante, un regard partagé sur un email. Le son me surprit. Il semblait inutilisé, comme un muscle que je n'avais pas étiré depuis un moment. Cet après-midi-là, ma sœur m'envoya un message depuis l'autre pièce. « Tu vas bien ? Tu as l'air silencieuse aujourd'hui. » Je souris à l'écran. « Oui. » Tapez je. Je réalise juste certaines choses. Ce que je ne dis pas, c'est ceci. Que le chagrin m'avait mise à nu jusqu'à quelque chose d'honnête. Que le silence m'avait enseigné plus que les disputes. Que la partie la plus dure n'était pas de partir. C'était de ne pas revenir une fois que l'on n'était plus nécessaire. Cette nuit-là, je supprimai enfin le message. Pas avec colère, pas de façon cérémonieuse. Juste de la façon dont on supprime quelque chose qui ne s'applique plus. Allongé dans le lit ensuite, fixant le plafond. Je sentis quelque chose d'inconnu mais bienvenu s'installer dans ma poitrine. De la confiance peut-être, ou de la confiance en moi-même. Je ne savais pas ce qui venait ensuite. Je savais seulement ceci. La fille qui aurait répondu à ce message ne vivait plus ici. Et la femme que je devenais n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi. Je n'avais pas prévu de le revoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans les moments comme celui-ci. On ne les scénarise pas. Ils arrivent dans les marges de votre vie, quand vous ne pensez enfin plus à la personne. C'était un samedi matin, tôt. Le genre de matin qui semble calme, même dans une ville. J'étais allé à la salle de sport près de chez ma sœur parce qu'elle était bon marché. Propre et anonyme. Pas de souvenirs partagés. Pas de blagues intérieures incrustées dans les murs. Je partais. Une serviette sur l'épaule, les cheveux humides, la tête encore bourdonnante des endorphines. Quand je le vis appuyé contre ma voiture. Pendant une demi-seconde, mon cerveau refusa de l'enregistrer. Comme voir un fantôme en plein jour. Il n'avait pas sa place dans cette version de ma vie. Et mon corps réagit avant que mon esprit ne rattrape. Cœur bondissant, respiration bloquée, doigts se resserrant autour de mes clés. Il avait l'air plus petit. Pas physiquement, autre chose. Le vernis était parti. Ses cheveux étaient repoussés d'une façon qui semblait précipitée, pas coiffée. La veste qu'il portait était une que je ne reconnaissais pas. Nouvelle peut-être, comme s'il avait essayé d'entrer dans un rôle sans répéter d'abord. Avery, dit-il en se détachant de la voiture dès qu'il me vit. Le soulagement traversa son visage trop vite. Dieu merci. J'ai essayé de te joindre. Je m'arrêtai à quelques pas, pas assez près pour toucher. Pas assez loin pour faire comme s'il n'était pas là. Tu ne devrais pas être ici, dis-je. Ma voix me surprit. Elle était calme, pas froide, juste factuelle. La façon dont on dit à quelqu'un qu'il est dans la mauvaise file. Son expression vacilla. J'avais juste besoin de parler, dit-il rapidement. Tu n'as pas répondu. Tu m'as bloqué. Je ne savais plus quoi faire. Je ne l'avais pas bloqué. Pas au début. Mais je ne le corrigeais pas. J'étais stressé, continua-t-il, les mots dévalant maintenant. La réunion, le travail. Tout s'accumulait. J'ai dit quelque chose de stupide. Je ne le pensais pas comme ça assorti. Voilà encore. Je ne le pensais pas. Comme si l'intention effaçait l'impact. Il s'approcha, les yeux cherchant mon visage pour quelque chose de familier. De l'émotion, de la douceur, l'ouverture par laquelle il avait l'habitude de passer sans demander. Je ne bougeais pas. Tu sais à quel point l'image est importante dans mon secteur, ajouta-t-il. J'essayais juste de m'intégrer. S'intégrer. La phrase sonnait creux maintenant. Je l'étudiais de la façon dont on étudie quelque chose que l'on a déjà décidé de ne pas acheter. Pas avec du mépris,
avec de la clarté. Je sais, dis-je. Il cligna des yeux. Tu sais? Je sais que tu te soucies beaucoup de la façon dont tu es vu, continuai-je. Plus que de la façon dont les choses sont réellement. Ce n'était pas une accusation. C'était une observation. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais dit que j'avais honte de toi. Je tins son regard. Tu as dit que tu étais embarrassé de me présenter. Le mot se posa entre nous, propre et sans ornement. Aucune émotion attachée. Juste la vérité. Il ouvrit la bouche, puis la referma. J'espérais que tu me combattrais là-dessus, admit-il soudain. Que tu résisterais. Que tu me prouverais que j'avais tort. L'honnêteté me surprit plus que la manipulation ne l'avait jamais fait. Je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Alors tu voulais que je te supplie, dis-je doucement. Pour que tu te sentes mieux dans ta peau. Il tressaillit. Ce n'est pas. Je ne dis pas ça pour te faire mal, l'interrompis-je doucement. Je le dis parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Il attendit. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui a besoin que je sois plus petite pour qu'il se sente plus grand. Le silence s'étira entre nous. Une voiture passa derrière lui. Quelque part une porte claqua. Ses yeux se remplirent, non dramatiquement, mais de panique. Le genre qui vient quand un récit s'effondre. Je peux faire mieux, dit-il. J'ai juste besoin de temps. Je crus qu'il le croyait. Mais la croyance ne suffisait plus. Je suis sûr que tu peux. Dis-je. Juste pas avec moi. Je déverrouillai ma voiture. Le son sembla le ramener à l'urgence. S'il te plaît, dit-il, la voix se brisant maintenant. Ne fais pas ça. On est bien ensemble. Tu es ma personne. La phrase fit écho à quelque chose qu'il avait dit autrefois, il y a longtemps. Quand cela avait signifié la sécurité plutôt que la possession. Je le regardai, vraiment, et ressentis quelque chose d'inattendu. De la gratitude. Non pour la douleur, pour la clarté. Je ne suis pas ta personne, dis-je tranquillement. J'étais ton système de soutien, et je n'habite plus là. Je montai dans la voiture et mis le contact. Dans le rétroviseur, je le vis debout là, figé, les mains pendant inutilement le long de son corps. Comme s'il venait de réaliser qu'il avait raté le dernier train. Je n'attendis pas de voir ce qu'il ferait ensuite. Je m'éloignai. Mes mains tremblèrent sur le volant pendant quelques rues. L'adrénaline s'effondrant en moi d'un coup. Je me rangeai quand ce fut trop, respirant à travers. Manquant de la façon dont j'avais appris à le faire dans les semaines depuis mon départ. C'était la partie dont personne ne m'avait prévenu. Partir n'était pas la chose la plus dure. Rester parti l'était. Mais alors que mon cœur ralentissait et que le monde revenait en focus, je le sentis. Stable et incontournable. Je ne m'étais pas réduite. Je n'avais pas disparu. J'étais resté là, pleinement moi-même, et j'étais parti quand même. Et cela, plus que tout, me dit que j'allais aller bien. 6 mois, c'est une quantité de temps étrange. Assez long pour que les autres supposent que vous êtes passé à autre chose. Assez court pour que vous sentiez encore le contour de l'ancienne douleur si vous appuyez au mauvais endroit. À ce moment-là, je n'habitais plus chez ma sœur. J'avais trouvé un petit un-pièce quelques quartiers plus loin. Rien d'impressionnant, rien de soigné. Il sentait la peinture fraîche et le café bon marché. Les fenêtres donnaient sur un autre immeuble. Assez proche pour que je voie la vie de quelqu'un d'autre se dérouler par fragments. Une plante arrosée. Une lumière éteinte. Un rideau tiré. J'aimais ça. Cela semblait honnête.
Mes meubles étaient minimaux. Un canapé acheté d'occasion, un bureau près de la fenêtre. Un lit qui ne portait les attentes de personne d'autre dans son cadre. Chaque objet de l'appartement était là parce que je l'avais choisi. Non parce qu'il correspondait à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de l'âge adulte. La première nuit où je dormis là. J'étais allongée sur le matelas par terre et je ris tranquillement toute seule. Non parce que j'étais heureuse. Mais parce que j'étais libre de quelque chose que je n'avais pas su nommer auparavant. La vie ne se transforma pas du jour au lendemain. Il n'y eut pas de montage, pas de réinvention dramatique. J'allais encore au même travail, je m'inquiétais encore de l'argent. Je me remettais encore en question plus que je ne voulais l'admettre. Mais quelque chose de fondamental avait basculé. Je ne mesurais plus mes jours à la façon dont j'étais acceptable pour quelqu'un d'autre. J'arrêtais d'éditer mes histoires avant de les raconter. J'arrêtais de m'excuser de vouloir des choses que je n'avais pas encore entièrement comprises. J'arrêtais de réduire mes ambitions en quelque chose de plus facile à digérer. Ce n'était pas de la confiance. C'était de l'alignement. Au travail, je me portais volontaire pour un projet que j'aurais évité auparavant. Non parce que j'étais soudainement sans peur. Mais parce que j'en avais assez de supposer que je n'avais pas ma place dans des salles dont je n'avais en réalité jamais été exclu. Certains jours se passèrent bien, d'autres non. Les deux semblaient supportables. Un soir, je croisa une ancienne connaissance dans un café. Quelqu'un qui nous connaissait à l'époque où, nous, existait encore. Après quelques minutes de rattrapage poli, elle hésita. « J'ai entendu dire que vous vous étiez séparés. » dit-elle avec prudence. Je hochai la tête. Oui. Ça a dû être dur. Ça l'avait été. Mais ce n'était plus toute la vérité. Ça m'a appris quelque chose tôt. Dis-je à la place. Elle attendit. Mais je n'élaborai pas. Tout n'a pas besoin d'un public. Je n'eus plus jamais de nouvelles de lui après ce matin à la salle de sport. Pas de message surprise, pas d'excuses dramatiques. Pas de dernière tentative de réécrire la fin. Et cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce que nous avions n'était pas quelque chose pour lequel il pouvait se battre sans contrôle. Sans quelqu'un pour gérer son image, il était passé à construire une autre version de lui-même. Une qui n'exigeait pas de responsabilisation. Je ne suivis pas sa vie à distance. Je ne consultais pas ses réseaux. Je ne demandais pas de nouvelles aux amis communs. La clôture n'arriva pas sous forme de conversation. Elle arriva sous forme de désintérêt. Les nuits calmes, je pensais parfois à la fille que j'avais été à 24 ans. Celle assise par terre dans la chambre. Stupéfaite par un mot qu'elle n'avait jamais pensé entendre de la part de quelqu'un qu'elle aimait. Je ressentais de la tendresse pour elle maintenant. Elle n'avait pas été sotte. Elle avait été ouverte. Et elle avait appris quelque chose qui façonnerait le reste de sa vie. Que l'amour ne vous demande pas de disparaître. Que l'admiration sans respect n'est que de la performance. Que le moment où quelqu'un se sent embarrassé par votre devenir est le moment où vous devez cesser d'attendre son approbation. Grandir, je réalisais, n'était pas devenir plus dur. C'était devenir plus clair. Et la clarté, une fois qu'on l'a, ne s'estompe pas. Il y a un mythe étrange que les gens aiment raconter sur la jeunesse. Que d'être jeune signifie être insouciant. Que cela signifie que vous ne vous connaissez pas encore. Que les erreurs à cet âge sont inévitables, presque pardonnables. Parce que vous ne saviez pas mieux. Ce que personne ne vous dit. C'est qu'être jeune signifie aussi que les leçons arrivent plus tranchantes. Elles ne vous introduisent pas en douceur dans la compréhension. Elles n'amortissent pas le choc. Elles vous frappent d'un coup, et ce qui survit est ce que vous emportez. J'avais l'habitude de penser que la force était quelque chose que l'on gagnait plus tard. Après l'expérience, après la perte. Après avoir été brisé assez de fois pour cesser de ressentir les choses aussi profondément. Maintenant, je sais mieux. La force ne vient pas de ne pas ressentir.
Elle vient de tout ressentir et de se choisir quand même. Le quitter à 24 ans n'était pas courageux de la façon dont les films font paraître le courage. Je n'ai pas livré de discours. Je n'ai pas exigé de clôture. Je ne suis pas parti la tête haute et le cœur intact. Je suis parti en tremblant. Je suis parti en pleurant. Je suis parti sans savoir qui je serais sans la version de moi-même qui avait tant essayé de s'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais je suis parti. Et cela comptait plus que la façon dont j'avais l'air composé en le faisant. Des mois plus tard, quand je raconte cette histoire, quand les gens entendent parler de la réunion, du mot qu'il a utilisé, du silence qui a suivi, ils hochent parfois la tête avec reconnaissance. J'ai traversé quelque chose comme ça, disent-ils, quand j'étais plus jeune. Il y a toujours une pause après ça, un regard qui dérive ailleurs. Pas exactement du regret, mais du souvenir. Parce que la plupart des gens ne partent pas la première fois qu'ils sont diminués. Ils restent. Ils essaient plus fort. Ils se rendent plus petits et appellent ça un compromis. Et des années plus tard, ils regardent en arrière et souhaitent avoir fait confiance à la version d'eux-mêmes qui avait remarqué les signes d'alerte tôt. Je ne raconte pas cette histoire pour dire que j'ai tout fait correctement. Je la raconte parce que j'ai fait une chose tôt. J'ai écouté. J'ai écouté la façon dont mon corps a réagi quand quelqu'un que j'aimais a parlé de moi avec embarras plutôt qu'avec fierté. J'ai écouté le silence qui semblait plus sûr que l'explication. J'ai écouté la partie de moi qui savait que disparaître lentement ferait plus mal que de partir d'un coup. Si j'ai appris quelque chose depuis, c'est ceci. Les personnes qui vous valorisent vraiment n'ont pas besoin que vous prouviez votre valeur en public. Elles ne traitent pas votre croissance comme un passif. Elles n'exigent pas que vous vous atténuiez pour qu'elles puissent briller. Et si quelqu'un vous fait jamais sentir que votre présence est quelque chose à gérer, comme un défaut qu'il doit expliquer, ce n'est pas une phase. C'est une vérité. Vous pouvez l'apprendre plus tard, après des années à vous ajuster pour correspondre. Ou vous pouvez l'apprendre tôt, pendant que vous êtes encore en train de devenir. Je l'ai appris à 24 ans, non parce que j'étais forte, mais parce que j'étais assez jeune pour partir avant d'oublier qui j'étais. Et cela, plus que tout, a changé le reste.